Alors, je suis médecin et je ne peux parler de cet entre-là, entre bienveillance et écoute, que dans le contexte qui est et fut le mien, puisque j'ai exercé 40 ans la médecine générale, que j'ai fait un calcul très approximatif, mais ça représente environ 175 000 consultations ou visites, c'est-à-dire d'entretien avec un autre, qui n'est pas moi, et que cette expérience m'a nourri beaucoup autour de la réflexion des postures et de l'accueil de la narration de l'autre dans sa douleur, sa plainte ou sa souffrance. Alors, en préambule, et de façon, j'allais dire, un peu plus sociologique, je vais tâcher juste comme ça de brosser quelques éléments du champ social, là, immédiatement, de ce qui peut être une interpellation autour de la bienveillance. J'ai choisi une chanson de Souchon et un texte de Blanche Gardin autour de la bienveillance, et puis, un extrait de son texte, et puis quelques maximes de La Rochefoucauld, ceci pour brosser effectivement comment nous pouvions l'appréhender aujourd'hui dans notre champ social. On entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion, qui disent on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Il y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Donc effectivement, nous ne lisons pas tous le même journal, mais nous ne lisons pas non plus la vie de la même façon. Alors, qu'en dit Blanche Gardin dans son dernier spectacle « Bonne nuit Blanche », elle dit « Je ne suis pas gentille, je ne suis pas altruiste, je ne suis pas une bonne personne. Ma première pensée le matin, ce n'est pas pour les autres, en espérant qu'ils vont bien, c'est pour moi. C'est la mode de la bienveillance, avec ses postures et ses éléments de langage. Ça me rend agressive, il faut de la violence. Le confort est devenu une valeur, on s'est bien fait niquer. J'y crois pas au projet de la bienveillance. » Et donc, deux maximes de La Rochefoucauld pour dire que finalement, cette question n'est pas une question seulement d'actualité, mais qui est ancienne. La Rochefoucauld écrit « Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donner. Et rien n'est plus rare que la véritable bonté, ceux mêmes qui croient en avoir, non d'ordinaire que de la complaisance ou de la faiblesse. » Alors je me suis dit, mais après ça, quel embarras. Peut-être je vais me taire et partir. Ou bien est-ce que j'ai une petite porte de sortie, et je reviendrai sur ce qu'a exposé Jérôme Poré, à savoir la question de l'étymologie. Et donc je ne vais pas rediscuter longuement, puisqu'il l'a fait brillamment. Donc nous avons deux entrées possibles, donc benevolentia, qui se décline après en bas latin et vieux français en bénivoyance, bienvoyance, bénivolence et bienveillance. Voilà, vouloir du bien, une attention soigneuse, je me suis même interrogé, pourquoi pas une intention soignante, une prévenance, voire de l'amitié dans l'esprit de la filia. Mais bénivolence peut être entendue différemment, et j'ai choisi une citation de Nicolas Oresme qui dit « Bénivolence a similitude à chose aimable, et semble être amitié. Mais ce n'est pas amitié, ce n'est pas amitié. » Ou bien, effectivement, nous avons une deuxième porte d'entrée qui est bona vigilantia, qui est la bienveillance, faire bonne veille, être attentive, être vigilant, vigilante, qui diffère de l'altruisme, qui est plutôt encore un autre concept, d'ailleurs, à propos de la bonté, de la gentillesse, l'altruisme, qui est une question qui est plus dans une appréciation plus sociale. Une question qui peut se poser, que je vais survoler, je ne vais pas rentrer dans les neurosciences, c'est est-ce que la bienveillance, c'est inné ou acquis ? Je pense que tout le monde a entendu parler des neurones miroirs. Ces neurones qui nous permettent, ou qui nous permettraient plutôt, je mettrai un conditionnel, de pouvoir être dans un effet de vibration
émotionnel avec un autre, une autre, qui peut être confronté à une émotion, que ce soit une joie ou que ce soit une douleur ou une souffrance, et la manière dont nous pouvons saisir ce que l'autre ressent dans l'instant où nous le regardons. Alors, ça a été très à la mode, et c'est très à la mode, les neuromiroirs, et en particulier dans les sciences de l'éducation et dans les sciences, effectivement, du rapport à l'autre autour de l'échange émotionnel. Donc ça met en circuit un certain nombre de neurones dans une région cérébrale qu'on appelle le cortex singulaire postérieur, mais un certain nombre de chercheurs en neurosciences, dont Nicolas Danziger, qui travaille ici à la Pitié, remet en cause les neurones miroirs en s'intéressant en particulier aux personnes qui génétiquement ne ressentent pas la douleur et pour autant sont capables de saisir par le visage de l'autre, par les mimiques, par la gestuelle, par le langage postural, la joie ou la douleur de l'autre, alors qu'eux-mêmes ne l'ont jamais expérimenté. Et il va falloir, d'après Nicolas Danziger, pouvoir penser, travailler, élaborer une représentation qui n'est pas liée à son expérience propre. Donc c'est infiniment plus complexe que le simple fait d'un neurone miroir qui est finalement ce que l'autre ressent. Pour l'avoir éprouvé moi-même, je peux le saisir et le comprendre. Donc il y a une part d'acquis dans la question des émotions et la question de la bienveillance si on l'approche en tant qu'émotion. La deuxième question que je me suis posée en tant que praticien, c'est est-ce qu'il existe une limite à ne pas dépasser ? C'est au fond cette question de la fusion dont on a entendu parler tout à l'heure, la question de se confondre en quelque sorte avec la sphère émotionnelle d'un autre. Et pour être tout à fait, non pas transparent, je préfère visible à transparent, puisque transparent précisément c'est quand on ne voit rien au travers. Pour être tout à fait visible, j'ai accepté de vous proposer mon propre vécu dans une situation de consultation, pour justement illustrer cette question de la limite, et ensuite je la discuterai, mais c'est une opinion, et donc je laisserai à votre discrétion le fait de pouvoir en discuter. Donc, il s'agit donc d'un médecin, des émotions et de la mort. Après l'avoir longtemps écouté articuler son récit haché de sanglots, il continua un bon moment à faire silence. Il attendit qu'elle soit revenue de ses pensées lointaines. Son fils de 27 ans venait de mourir dans l'incendie de son atelier d'artiste. Il se leva, contourna le bureau et la prit dans ses bras. Il pleurait tandis qu'il la consolait. Lui-même avait connu, quelques années avant, un destin similaire. Il la fit se rasseoir en lui tenant chaudement ses mains dans les siennes et fixant son regard endeuillé, lui dit « Je comprends », avant de regagner son siège. L'empathie n'implique pas d'endosser l'émotion du patient. Il ne s'agit pas de prendre à son compte, de ressentir à sa place l'émotion du patient pour l'en soulager. Il s'agit d'être à l'écoute, d'identifier et de montrer qu'on a identifié la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Dans des circonstances où des décisions importantes sont à prendre sur le plan médical, où l'enjeu est médical, une certaine distance doit être conservée par le médecin s'il veut rester performant professionnellement. Mais il doit apprendre à être professionnel à la fois dans le soin et la gestion de la relation. Cela n'empêche pas le médecin d'avoir des émotions, mais il doit les identifier et les gérer sur un plan professionnel, sans quoi, à terme, il ne pourrait plus jouer son rôle de soignant. Aurait-il dû pleurer ? La certaine distance n'a-t-elle pas été dépassée ? Était-il encore le médecin de cette patiente ?
Vaste question. Donc, la question des mots. Et je reprends ce texte proposé aux étudiants et j'y ai sorti 4 mots qui me semblaient intéressants à discuter, qui étaient distance, performance, gestion et rôle. Je ne me sens pas très à l'aise avec ces 4 mots et je me suis dit que puis-je y opposer ? Je n'aime pas le mot de bonne distance, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alexandre Jolien qui dit à l'expression bonne distance, je lui préfère celle de bonne proximité. À performance, je préfère compétence. À gestion, je préfère reconnaissance, respect, authenticité, mais aussi fonction, plutôt que rôle. En retour, qu'est-ce que j'attends en tant que médecin ? Eh bien, aussi une forme de reconnaissance dans ma fonction, mais aussi dans mon humanité. Et puis, de la compréhension, puisque, effectivement, nous sommes dans une situation d'interaction. Et que pour qu'une interaction progresse, il convient qu'il y ait, de part et d'autre, de la compréhension. La question est celle-là. Peut-on partager le chagrin lorsqu'on est médecin? On oppose très régulièrement à la question des émotions, quand on est médecin, cette distance nécessaire à une forme de clarté du jugement. Si vous êtes envahi par vos émotions, vous allez être en situation de ne plus avoir un bon sens dans le jugement. Et je vous renvoie, puisque je fais mien ce travail, mais je le dois beaucoup à Gérard Réac, qui est un collègue, qui est aussi très empreint de philosophie, et qui, lui, dans un de ses ouvrages, plaide pour l'amour des patients. Alors évidemment, je le dis chaque fois, il ne s'agit pas de l'éros, c'est une question particulière que je ne débattrai pas ici, même si je sais que ça peut arriver, mais plutôt de philia ou agapé, c'est-à-dire quelque chose qui va faire que 2 humanités se rencontrent, cheminent ensemble à propos d'un prétexte qui est le fait qu'une personne qui est ou se sent malade pense qu'un médecin pourrait lui apporter une réponse adaptée à sa plainte. Donc, cette question me semble être une question fondamentale qui est: il n'y a peut-être pas de limite à l'expression des émotions pour peu qu'on reste à distinguer ce qui est de moi et de ce qui est de l'autre. Alors, je vais faire maintenant un petit peu plus long sur l'écoute. Et je suis parti des situations comme ça actuelles et je me suis dit, quelle est l'attente des Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'on a entendu beaucoup? C'est écouter les invisibles. Écoutez-nous. Nous ne sommes pas écoutés. Plusieurs enquêtes à l'assistance publique des hôpitaux de Paris demandaient à des personnes qui sortaient des services hospitaliers quelles étaient leurs attentes principales. Et toutes ces enquêtes confluent sur, en première place, ce qui est attendu, c'est l'écoute. En deuxième, c'est la reconnaissance et le respect. En troisième, c'est les qualités techniques du service ou la gentillesse. Je reviens sur votre interpellation sur la gentillesse. Alors, ça dépendait des enquêtes, et quand la gentillesse pouvait être classée 4 ou peu importe. Donc, nous voyons bien que les attentes des personnes hospitalisées sortant du service sont d'abord et avant tout dans une attente qui est une attente d'interrelation humaine, émotionnelle. Alors, devant donc la même demande, c'est l'écoute qui arrive en première place. Devant la souffrance, qui est qualifié pour la recevoir? Eh bien, vous. Et évidemment, je parlais du contexte tout à l'heure, mais si je vous avais parlé que vous êtes des professionnels, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, de l'écoute téléphonique, le contexte dans lequel je parle n'est pas le même si je parlais devant la police nationale.
vous l'entendez bien. C'est-à-dire que qui est en situation contextuelle d'écoute. Donc, toute personne susceptible de recevoir une parole, et je viendrai un peu dans quelles conditions la recevoir, qui peut être une parole soignante, une écoute soignante. Alors, est-ce que cette écoute a des conséquences, une finalité, une téléologie? Et je reviendrai juste sur ce point politique qui a été abordé par mon prédécesseur. C'est une phrase extraite d'un texte de M. Fassin, Didier Fassin, donc, qui est « L'écoute de la souffrance institue un nouvel art de gouverner les pauvres et les déviants, entre gouvernement des âmes et gouvernement par la parole ». Donc on voit bien que peut-être que la question des limites n'est peut-être pas celle des limites des émotions de l'écoute-temps, mais peut-être de dispositifs plus institutionnels autour de la fonction des structures d'écoute. On en discutera peut-être autour de vos questions. Hein ? Donc, ce qui reviendrait à dire que les professionnels de l'écoute, finalement, constituent un exutoire et participent d'un certain contrôle social. Mais il est vrai que nous pourrions faire la même réflexion avec la médecine. La médecine est un métier authentiquement politique. Et il y a d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « Le gouvernement des corps ». On est bien dans cette chose-là de réparation des corps en vue de remettre un certain nombre de personnes dans le circuit d'une certaine production. Alors, j'avais envie de parler comme ça, juste en toile de fond de la question des réseaux sociaux et que j'ai appelé le symptôme de la bouteille à la mer. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, il y a un discours de solitude, de détresse, de difficulté, finalement, on peut se trouver sur une île déserte, en disant « Ohé, je suis Charlie, je suis seul au monde, mais je peux être seul au monde dans la foule. » Et on est « Ohé, je suis là, Charlie, hein, et je suis dans le monde, mais seul. » Et l'usage aujourd'hui des réseaux sociaux, au travers un certain nombre de supports, dont le téléphone, pourrait être, et ce n'est pas que moi qui l'avance, je cite par exemple David Le Breton qui avance cela également, comme le fait, lorsqu'on va témoigner de ce que l'on est, l'important est le seul fait de témoigner de ce que l'on est et pas la réponse qu'on va en recevoir. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est comme une bouteille à la mer. C'est « Ohé, je suis Charlie, je suis seul au monde ». Et donc, c'est intéressant de voir finalement cet usage particulier des réseaux sociaux, c'est mon point de vue, qui finalement n'est qu'un semblant de lien, hein, et un lien du semblant, puisque effectivement, il n'y a pas cet échange, cette interaction interhumaine dont je parlais tout à l'heure. Alors, dans l'écoute, il y a un élément particulier, et donc je peux témoigner encore de ma fonction de médecin, seule expérience que je peux vous proposer. C'est d'abord une écoute, c'est une activité de réception, plus que d'émission. Et il se fait quelque chose de très particulier, qui est cette présentation de soi par la personne qui va faire un petit ajustement. Et l'écoutant a un moment, mission, de pouvoir recevoir cette hésitation dans la présentation de soi, de telle sorte qu'il n'y ait pas de situation où l'autre perdrait la face. Alors, j'ai eu l'occasion de faire une double écoute avec une des écoutantes de votre association. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Et j'ai vu combien, et vraiment je vous en remercie, j'ai vu combien cette personne était en situation de laisser l'autre faire ses petits pas d'ajustement de départ, c'est-à-dire quelque chose de l'hésitation de comment je vais commencer ma page blanche. Hein ? Et
c'est extrêmement intéressant de voir ce balbutiement de soi dans la narration de soi, je vais y venir. Pour écouter, dans une écoute soignante, il faut accepter de diminuer, c'est-à-dire effectivement d'être dans une situation d'accueil de l'autre comme un hôte. C'est finalement ce dont on parlait par rapport à ce personnage des Misérables. J'accueille la parole de l'autre comme un hôte. Je suis hospitalier. Et puis, cette posture d'accueil, elle est aussi de pouvoir travailler sur ses propres représentations. En fait, nous ne pouvons pas être au monde sans en avoir une représentation. C'est ce que Nietzsche écrit, par exemple, quand il dit « Nous faisons de toute chose une image, mais pas seulement une image, notre image ». C'est-à-dire que nous constituons un référentiel, une construction sociale du monde à l'aune de l'être que nous sommes, de nos expériences, de nos valeurs, etc. Nous n'allons pas y renoncer en tant qu'écoutants soignants, mais nous allons devoir faire avec, nous repérer dans notre construction de telle sorte à ne pas aller sur le chemin de ce que Balint appelait la mission ou la fonction apostolique du médecin, c'est-à-dire d'imposer à la personne en face de nous nos propres valeurs, ce que nous pensons être bien pour lui. C'est un élément tout à fait essentiel de travail sur soi lorsqu'on est dans une position d'écoutant soignant. Alors, prendre soin de soi et la narration de soi. Donc, je reviens un tout petit peu sur Paul Ricoeur, donc je ne suis pas philosophe, mais j'ai tenté de voir comment cette parole philosophique pouvait inspirer des postures de soins et comment nous pouvons effectivement décrypter la manière dont les personnes qui viennent nous voir en consultation se disent, se racontent. Et donc, si on est sur la base d'une espèce de base constituante de l'être, qu'il va appeler la mêmeté, c'est-à-dire quelque chose d'une certaine continuité de soi au monde, dans sa vie, il approche un autre concept, l'ipséité, que moi j'appelle un peu en musique ce qu'on appelle les variations sur le motif, c'est-à-dire de raconter son histoire, mais en variant, en introduisant des choses, en modifiant des points de vue, en modifiant même des faits tels qu'ils sont racontés, et que la question là n'est plus une question de considérer est-ce la vérité, mais plutôt de considérer que c'est un travail d'élaboration sur soi qui va aboutir, qui va progresser, qui va aller vers peut-être un élément de mieux-être, et c'est en tant que tel qui doit être accueilli sans esprit critique j'allais dire, d'une réalité quelconque. Je fais une courte parenthèse, j'en aurai bientôt terminé. Nous avons fait un travail il y a 2 jours où nous avons accueilli une psychologue clinicienne universitaire qui nous a parlé du concept de rétablissement dans la schizophrénie. Et lorsque vous avez des personnes qui sont dans le champ de la psychose, ils ont un récit d'eux-mêmes qui peut-être paraît incohérent du point de vue du réel, pas toujours, en partie, et pour autant, c'est une manière de se raconter, et en tant que telle, elle est recevable. Et c'est avec ça que nous allons travailler. Donc, il y a dans cette question, dans cette variation sur le motif, quelque chose qui m'est apparu au travers de mes 40 ans d'exercice et puis d'enseignant, le fait qu'il y a pratiquement toujours une quête de sens. Pourquoi suis-je malade? Pourquoi moi? Une chose intéressante, c'est souvent les mamans qui accompagnent leurs enfants petits, pas toujours, mais il y a une expression extraordinaire dans la fusion du sens, c'est « il m'a fait la varicelle ». Merveilleux, merveilleux. C'est-à-dire le sens de cet attachement qui se dit là, de la maman avec son enfant.
Nous sommes un quelque part face à la maladie. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. La troisième chose que je voulais dire, c'est que là où, et je vais donc reprendre ce que disait Jérôme Poré à propos de la question d'amener à faire, c'est de se délivrer, d'agrandir la question de la réduction de la puissance d'agir. C'est chez Ricoeur qu'on trouve ça aussi. C'est-à-dire que nombre de personnes qui sont en situation de souffrance psychique ou physique, à un moment, s'interdisent encore davantage que sur ce qu'ils seraient capables de faire. Et si, hein, donc c'est le règne du si, et peut-être que le travail dans une écoute soignante, c'est précisément d'aider à élargir le champ des possibles pour justement se remettre en route au bord de ce qu'on pensait ne pas être tout à fait capable d'entreprendre. Donc je me répète, la vérité n'est pas l'objectif d'une écoute soignante, la subjectivité, le sujet est le fondement de toute narration de soi. Donc, j'en conclus, bienveillance dans l'écoute, bona vigilantia, faire bonne veille, faire bonne vigilance. Hein. L'empathie peut être un mur, ça c'est une opinion, et vous pouvez être parfaitement contre. Philia, agapé, vraisemblablement pour moi. La posture d'écoute, c'est une posture d'accueil, une posture d'hôte. Mes représentations ne sont qu'une lecture du monde, et en particulier les fonctions apostoliques dont parle Balint, qui sont un piège tout à fait important. L'écoute peut être un acte politique. La narration et le réarrangement de soi sont des activités soignantes au cœur de l'écoute, c'est-à-dire cette variation sur le motif dans le discours de l'autre est un moyen de reconstruction permanente de son histoire et de donner un sens, une herméneutique à ce trajet. Enfin, la narration favorise le rétablissement, qui est une traduction de l'anglais « recovery », le rétablissement, mais on peut comprendre le funambule qui est en déséquilibre et qui, à un moment, se rétablit, retrouve un équilibre. Et vous savez, il y avait une expression qui est un peu perdue. On souhaitait aux gens un bon rétablissement. Hein, c'était quand les gens étaient malades. Donc, je vous souhaite un bon rétablissement. C'est une expression qui est un peu sortie. Et enfin, la construction du sens guide la narration. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Encore une intervention d'une grande richesse, avec quelques échos, évidemment, avec ce que Jérôme avait évoqué. On aurait pu prolonger ça encore très très longtemps, peut-être même évoquer Georges Canguilhem, qui est à la fois médecin et philosophe, et quand on parle de la capacité à agir, ce qu'évoquait à propos de la bienveillance Jérôme tout à l'heure, tu passes à la puissance d'agir, c'est ce que tu as évoqué. Il y a tout un courant aujourd'hui qui évoque même le pouvoir d'agir, en psychologie, notamment psychologie du travail, clinique de l'activité, etc. C'est Yves Clos et tout le mouvement qui est derrière lui. Donc, je crois que derrière cette bienveillance et l'interrogation qu'on peut avoir, il y a effectivement ce qu'elle permet et les moyens qu'elle donne, effectivement, en termes d'action. Très important. Alors, je vais laisser la parole à la salle pour poser sûrement des questions qui ne vont pas... Alors, une première, Catherine, voilà. Alors, je vous demande toute votre bienveillance, parce que je n'ai pas compris un truc. Je n'ai pas compris comment l'empathie pouvait être un mur. Je dis c'est une opinion, c'est-à-dire que c'est un mur dans la mesure où ça pourrait être une consigne en disant, au-delà, vous vous souvenez de ce roman d'ailleurs, de Romain Gary, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Donc, au-delà de cette limite,
c'est dangereux. Et je ne participe pas de ça. Je pense que c'est pour ça que je dis que ça peut être un mur. C'est-à-dire de porter cette parole que l'empathie est le point ultime dans lequel nous pouvons nous situer dans une relation soignante à l'autre. Je pense que nous pouvons aller au-delà sous condition. C'est-à-dire, l'histoire de l'autre est l'histoire de l'autre, ce n'est pas la mienne, fût-elle un écho à ma propre histoire. Je peux être en situation d'aimer l'autre dans les acceptions que j'ai données et je ne me sentirai pas pour autant en danger. C'est-à-dire que plutôt que bloquer des émotions, je vais plutôt faire avec mes émotions jusque là où elles m'amènent. C'est ça que je voulais dire. Question tout en haut. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci également au premier orateur. Je voulais vous poser une question sur la relation médecin-malade. Je ne suis pas médecin, je m'empresse de dire, je ne suis pas encore vraiment malade. J'ai cru comprendre de ce que vous disiez, qui était très riche, que les médecins aujourd'hui savent mieux écouter leurs patients qu'il y a peut-être 1 ou 2 générations. En tout cas, c'est l'hypothèse à laquelle je veux croire. Est-ce que vous diriez réciproquement que les patients aujourd'hui, bombardés qu'ils sont par la foultitude d'informations, et notamment sur les réseaux électroniques, est-ce que les patients sont plutôt dans une meilleure écoute de ce que le médecin leur dit ou au contraire dans une moins bonne écoute? Alors, vous renversez la proposition, puisque au fond, je parlais de l'écoute des médecins et vous me posez la question de l'écoute des patients. Je ne pense pas qu'il y ait de variation de nature, au sens que je pense que toute personne qui vient ou qui venait voir un médecin portait une inquiétude sur sa santé, à tort ou à raison. Mais ce qui est vrai, c'est son inquiétude. Et c'est son inquiétude qui est à recevoir en tant que telle. Et la fonction du médecin, c'est de pouvoir y répondre d'une manière ou d'une autre. Donc je ne pense pas qu'il y ait de variation. Peut-être c'est la forme, et en particulier le fait qu'il y ait un usage plus important de l'Internet, de l'information, que ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire qu'une meilleure information, une meilleure compréhension de ce qui arrive, voire des reconstructions imaginaires autour de la maladie, mais ça a toujours existé, et ça ne me semble pas être un obstacle, mais plutôt une contribution. C'est ce qu'on appelle le savoir profane, c'est-à-dire ce savoir profane qui vient finalement enrichir la discussion. Sachant que, et là je fais juste un petit pas de côté, que les médecins ne sont absolument pas, n'échappent pas au savoir profane et ont aussi des croyances de santé extrêmement fortes. Et amusez-vous à reprendre les traités de médecine, ne serait-ce que 50 années avant, et vous verrez combien les médecins ont pu dire d'âneries. Tellement mais avec une certitude absolue. C'est-à-dire que la construction du monde a changé du fait de l'information, de la science, etc. Mais la démarche de se représenter le monde au nom d'une science n'a pas changé. La démarche. Et j'en termine. Il me semble qu'il y a un effort très considérable actuellement pour inviter les étudiants en médecine à s'interroger sur la dimension de la relation, de telle sorte que précisément ils se trouvent en capacité d'accueillir une parole, et une parole qui peut leur être tout à fait étrangère du point de vue de leur propre représentation du monde. J'ajoute évidemment que ce que nous faisons à SOS Amitié, avec la faculté de médecine, est directement, évidemment, inspiré de cette idée. Autre question ? Oui, tout en haut. Claudie, c'est ça, non ? Une question. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les exposés. J'avais juste une question sur effectivement comment cette
bienveillante et compatible avec les demandes de conversation qui sont, de la part des appelants, qui sont si nombreuses pour remplir ce vide abyssal qu'est la solitude. Alors, il me semble que l'accueil d'une parole d'un autre souffrant n'est pas de nature très différente. La différence, elle tient au fait que la position du médecin est beaucoup plus confortable, dans la mesure où on lui demande d'agir. On lui demande d'agir. Alors, ce n'est pas toujours très confortable de répondre à la demande d'agir, mais en tout cas, il se sent en légitimité d'agir. Dans la position des écoutants, de ce que j'ai entendu moi-même dans ce travail qui était fait quand je suis venu pour la double écoute, c'est évidemment qu'il y a là une position basse extrême qui est qu'il n'y a pas de projection de ses propres valeurs. Et il y a aussi la question de la durée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rappellent, bien sûr, mais nous avons des suivis, c'est-à-dire que nous pouvons réparer quelque chose. La dernière fois, vous m'avez dit ça et ça m'a beaucoup choqué. Ah, j'en suis confus. Pouvez-vous m'expliquer? Vous, ce n'est pas le cas. Hein? Donc, je pense que c'est plus sensible, hein, votre situation. Mais je ne vois pas de différence de nature sur l'accueil d'une souffrance et le fait de faire un récit de soi dans une expérience douloureuse, psychique, voilà, ne relève pas de la même chose, c'est-à-dire position non jugeante, acceptation de l'autre pour ce qu'il dit et ce qu'il est, et cheminement progressif autour du récit qu'il nous fait de lui-même. Alors, je voudrais prolonger un tout petit peu, rebondir sur cette question très, très pertinente, puisque la question du récit, la narration a été abordée. Et je voudrais t'interpeller là-dessus en m'appuyant sur l'ouvrage de L'existence vive de Jérôme Poré. Et à un moment, il est question, il y a un emprunt à Thierry Hench qui nous dit que se raconter, je le dis un peu de mémoire, je ne retrouve pas le texte, mais on le fait pour ne pas mourir. Or, lorsque un patient s'adresse à son médecin, évidemment, il y a cette présence de la mort sous-jacente, et donc la façon dont le médecin accueille le récit est importante. Alors je voudrais que ce soit une transition pour que tu nous dises, comme je t'y avais invité, peut-être quelques mots sur la médecine narrative, justement, et s'il y a un retour d'expérience à nous donner à ce mouvement qui est né aux États-Unis, je crois à Columbia, il y a quelques années, quel est-il? Je vais être assez bref aussi, parce qu'on a une troisième communication. Donc, la médecine narrative, le principe... alors il y a un principe canonique qui a été remis un peu sur le champ de l'actualité par Rita Charon, ou Sharon selon qu'on la prononce à la canadienne, autour d'une expérience pour les soignants d'écrire sur eux-mêmes, sur leur propre parcours, leur choix d'avoir été médecin par exemple, sur l'origine de leur prénom, de leur nom, mais aussi sur le fait de recevoir un récit qui a touché un autre, on met en binôme, et qui va être entendu, et ensuite on inverse, celui qui était écoutant devient celui qui récite quelque chose de lui, donc quelque chose qui l'a touché, proche, très proche, ou un proche, pardon, excusez-moi, ou lui ou un proche, et ensuite il y a une restitution orale de ce qu'il a entendu. Et il y a dans cette restitution la question de la prévenance, c'est-à-dire comment je vais prendre soin de l'autre pour qu'il ne soit pas blessé dans la manière dont je me raconte à sa place. Par exemple, si vous m'entendez, vous allez réciter quelque chose de moi en disant « Philippe, je suis Philippe, et voilà ce qui m'est arrivé ». Ça amène les étudiants à pouvoir se repositionner dans la situation de l'autre, d'en saisir ce qui a pu être saisi dans son champ des représentations et des valeurs, de les mettre à l'épreuve, et ensuite on en discute collectivement, donc ce sont des petits groupes, et donc nous travaillons ça avec les internes de médecine générale ici,
Et c'est extrêmement apprécié par les étudiants. Voilà. Ensuite, nous travaillons aussi sur des textes, un certain nombre de textes, des confrontations à la littérature, pour faire progresser dans cette réflexion de la narration de soi.